Enregistré et c'est parti. Vous êtes enregistré, monsieur Alain. Très Attention. bien. Alors, donc François, ben, écoute, super, je suis content qu'on te retrouve. Merci d'avoir répondu à notre sollicitation. Moi, je voulais te proposer un petit interview, format court, hein, pour pas te bouffer trop de temps, simplement faire un petit peu ta connaissance. Et j'avais envie de faire cette interview sous un angle un petit peu différent, Mhm. parce que j'imagine que tu as souvent des sollicitations et souvent l'occasion de parler de ta passion. Mais Oui, moi, bien je sûr. voudrais, euh, je voudrais voir ton rapport personnel à l'auto. Et Mm. ma toute première question a pour but de casser un petit peu les idées qu'on peut entendre quelquefois à dire c'est juste un animateur. Moi, je sais combien tu connais l'automobile et combien tu es un vrai passionné. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Alors, en fait, le parcours, si tu veux, en préambule, bon, quand les gens, effectivement, je le lis, moi, sur Internet et compagnie, quand les gens disent, ah, ce mec-là, c'est un animateur, etc. Oui, bien sûr, j'ai un rôle d'animateur. Donc, le problème, c'est que il y a beaucoup d'animateurs d'émissions de télé ou de radio ou autres, mais enfin, la télé, c'est encore plus visible, qui, effectivement, font ça, mais ils pourraient faire autre chose. Et ils n'ont pas forcément je dirais, l'antériorité, la passion réelle du sujet. Bon, moi, oui, évidemment, moi, je fais ça parce que je suis passionné par ça. Et à l'inverse, j'irai pas présenter autre chose. Enfin, il y a quelques sujets qui m'intéressent dans la vie, mais j'irai jamais présenter une. Ça me viendrait pas à l'idée, si tu veux, de présenter une émission sur un sujet qui m'intéresse pas. Bon, voilà, moi, c'est vrai que j'ai toujours été baigné là-dedans. Alors, je suis pas issu d'une famille qui ait des liens très particuliers avec l'automobile. Mon papa et mon entourage proche étaient des gens qui étaient des utilisateurs d'auto tout à fait standards, sans aucune, euh, sans aucune accroche spécifique. Moi, j'ai toujours été branché par la voiture et par la moto, pour une raison très simple, c'est que moi, je suis né à la fin des années 60, et quand j'ai eu mon permis, donc au milieu des années 80, pour moi, l'auto et la moto, c'était le symbole de pouvoir, d'une certaine forme de liberté. Oui. C'est-à-dire de pouvoir finalement être autonome, pouvoir aller à droite à gauche, etc. Et puis comme beaucoup de gens, comme beaucoup de jeunes à cette époque-là, moi quand j'ai eu mon permis, on était au pleine époque des 205 GTI et compagnie. Évidemment, j'aurais adoré, mais j'avais pas les moyens. Bon, donc la solution dans ce cas-là, si tu veux, c'est de se dire, bah, j'ai pas les moyens pour acheter une 205 GTI. Donc qu'est-ce que je vais acheter? Et là, j'ai pris le contre-pied. Je me suis dit, finalement, moi, j'ai toujours eu effectivement une sensibilité aux voitures un petit peu rétro. Et donc, j'ai acheté à ce moment-là, comme première voiture, une voiture qui était ce qu'on appellerait aujourd'hui finalement un Youngtimer de l'époque, qui était en l'occurrence une petite 204 coupée, qui était déjà une voiture ancienne, puisque évidemment, elle avait déjà plus de 20 ans, mais qui était déjà une voiture entre guillemets moderne. C'est-à-dire que c'est vrai que j'aurais pas acheté comme voiture de tous les jours, je sais pas quoi, une Juva 4. On était sur des voitures un peu trop anciennes, donc j'ai acheté une voiture entre guillemets relativement récente. Pareil pour les motos. Mais si tu veux, je fais partie de cette génération dont tu dois faire partie aussi, bien sûr, où on comptait les jours pour avoir 18 ans, et donc, non pas la carte d'électeur, bon, ça c'est un détail, mais surtout pour pouvoir aller passer le permis de conduire, si tu veux. Complètement. Voilà, donc moi et pour moi ça a toujours été un symbole, si tu veux, le fait d'avoir son permis de conduire, de pouvoir se déplacer, aller à des fêtes avec des potes, des copines, etc., etc., etc. Donc voilà, et c'est vrai que moi j'ai aujourd'hui, bah, évidemment, des enfants qui ont l'âge d'avoir le permis, et chez qui j'ai le sentiment que le permis de conduire n'a pas du tout la même valeur ou le même intérêt qu'à notre époque à nous. Alors ça, je ne vais pas faire discours de vieux con, hein, c'est pas trop mon style, mais euh, les mômes d'aujourd'hui, évidemment, vivent dans un univers qui est finalement un peu autophobe, où on leur dit tout le temps que la voiture c'est mal, que ça pollue, que patati, que patata. Et donc pour eux, la voiture, c'est plutôt un engin de déplacement d'un point A à un point B. Et moi, j'essaye, alors très modestement, à travers mes émissions de télé et puis tout ce que j'ai pu faire avant, parce que, bon, en gros, pour faire simple, moi, j'ai commencé dans la presse écrite voiture ancienne à la fin des années 80. Donc j'ai commencé à bosser dans des magazines comme Auto Rétro, Auto Passion, Rétroviseur, La vie de l'auto, etc. Donc c'est par là que j'ai commencé, et je suis toujours lecteur occasionnel tant que ça existe, parce que je suis très triste, mais c'est une logique aussi. Je suis très triste du fait que la presse écrite petit à petit décline. Là, on vient d'apprendre la mise en liquidation judiciaire du groupe Hommel, chez qui j'ai travaillé aussi. Bon, voilà, ça me fait de la peine
parce que c'est tout un pan de notre passion qui va s'en aller. Alors, moi, j'adore le passé, mais j'essaye de ne pas être passéiste. C'est-à-dire que quand j'entends beaucoup de gens qui se réfugient dans le passé, ce que je peux comprendre, hein, je ne dis pas ça méchamment, je le respecte. Se réfugier dans le passé pour refuser l'actualité ou le futur, c'est pas la bonne méthode, parce qu'on on se fait quelque part, on se fait du mal. Je pense qu'il faut prendre les bons côtés du passé, et il y en a beaucoup, mais il faut aussi vivre dans son époque. Et le déclin de la presse écrite, c'est très triste, mais c'est malheureusement une logique. Euh, mais évidemment, ça fait mal. Moi, j'ai bossé très longtemps dans toute cette presse écrite. Ensuite, j'ai bossé dans la presse généraliste, auto. Et ensuite, je suis revenu en presse écrite ancienne. J'ai écrit quelques bouquins sur les voitures anciennes. J'ai même monté ma propre maison d'édition il y a une dizaine d'années. Donc, je suis vraiment picousé patrimoine et voitures anciennes. Et pas que. C'est-à-dire que, très honnêtement, j'adore la voiture ancienne, j'adore la moto ancienne, j'adore en fait le transport ancien. C'est-à-dire que je suis aussi passionné de ferroviaire, de maritime, d'aviation, bien évidemment, parce que tout ça, c'est lié. Donc, c'est des choses qui m'intéressent et je crois que tout simplement, l'explication, elle est très simple, c'est que le transport, c'est l'échange, c'est la communication, c'est le déplacement, c'est la liberté. Alors, évidemment, aujourd'hui, quand on a un discours de nos gouvernants qui est faut plus qu'on pollue, etc., bien sûr qu'on est tous d'accord, bien sûr qu'il y a des progrès à faire, bien sûr que les constructeurs font des progrès. Maintenant, la manière dont on nous impose cette évolution, ça, c'est un autre sujet. Bon, euh, on est tous d'accord là-dessus. Voilà. Mais voilà, c'est pour ça que je pense que de toute manière, aujourd'hui, des émissions comme Vintage Mécanique et celles de mes autres petits camarades, sachant qu'il faut distinguer deux choses. Je dis toujours que, en fait, en France, on a la chance d'avoir beaucoup d'émissions d'auto, Oui. et tant mieux, parce que plus il y en a, mieux c'est. D'abord, comme ça, chacun choisit ce qu'il veut. Donc moi, je n'ai aucune jalousie vis-à-vis de mes petits camarades. Au contraire, la preuve, c'est que je bosse régulièrement pour Turbo, que j'ai Oui, on bossé. voit que tu côtoies les uns les autres Oui, oui, oui. avec sympathie, sans Non, problème. puis il faut pas être hypocrite, c'est-à-dire que c'est un petit univers, on se connaît tous. Comme dans tout groupe, il y a des amitiés qui se créent ou pas. Donc, il y en a qui sont des simples collègues, entre guillemets, confrères. Il y en a avec qui on a noué des liens d'amitié, etc., ce qui est tout à fait logique, hein, comme dans tout groupe humain. Mais on se connaît tous, bien évidemment. Donc, moi, je pars du principe qu'on est tous dans le même bateau et qu'au contraire, c'est bien qu'il y ait une variété, une diversité d'émissions auto. Il y a les émissions d'actualité automobile, comme Automoto, Turbo, etc. Il y a les émissions de divertissement, de fiction, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des fictions, je le dis régulièrement, que sont Wheeler Dealer, Vintage Mécanique, Top Gear, toutes ces émissions-là. Donc, c'est deux sujets différents. C'est vrai que quand je suis à Turbo, j'ai une casquette de journaliste. Et quand je suis dans Vintage Mécanique ou dans No Limit, qui est l'émission que je fais aussi pour Automoto, la chaîne, là, j'ai une fonction triple. Je suis à la fois journaliste, historien, mais surtout animateur, chef d'orchestre. Alors, évidemment, je ne suis pas comédien à la base, hein, ce n'est pas mon métier, mais je me suis mis dans le moule petit à petit. Et il y a évidemment une obligation de faire un peu le clown. Mais voilà, ensuite, moi, j'y prends du plaisir, je trouve ça rigolo, même si c'est pas du tout mon métier à la base. Et, euh, et le fait est que, étant une fiction, ce qui est drôle, c'est qu'on s'aperçoit parfois que les gens sont tellement dedans qu'ils prennent parfois les choses au premier degré. Bon, Oui. donc, alors, j'essaye de répondre de temps en temps sur Internet, sur les réseaux, etc. Mais je rappelle aux gens que le but d'une émission comme Vintage, c'est de raconter une histoire. On est comme dans un feuilleton, on raconte une histoire. On n'a pas dit que forcément tout était vrai, entre guillemets. Il y a la notion de vrai ou de faux, n'a d'ailleurs pas de sens, puisqu'on est dans une fiction. Euh, Parce que oui, bon, voilà, je lis, hein, je suis les réseaux sociaux, j'y passe beaucoup de temps à lire et à essayer de comprendre ce que les gens aiment ou n'aiment pas, de faire rectifier le tir. Bon, sachant que de toute manière, on est quand même une équipe, hein, c'est pas moi qui décide de tout et qui fait tout, heureusement. Je pourrais pas, il n'y a pas le temps. Et puis une fiction, c'est très long à faire. Donc les gens ne se rendent pas compte du temps que ça prend, mais pour faire une émission qui dure une heure, le format de Vintage Mécanique a un petit peu évolué. Maintenant, on est à une heure, presque une heure et quart d'émission. Pour faire une émission qui fait une heure et quart, c'est plusieurs semaines de travail.
Oui. entre l'écriture, la préparation, le tournage, le dérush, le montage, le mixage. Voilà, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup plus long à faire, je dirais, si tu veux, qu'une émission d'actu. Quand je bosse pour Turbo, c'est beaucoup plus rapide parce que là, on fait une seule prise et c'est du reportage. C'est deux exercices différents. C'est vrai Ouais. que les gens ont du mal à faire la distinction entre les deux. Je ne peux pas leur en vouloir, c'est normal, hein, je veux dire, chacun son métier. On ne sait pas forcément comment se passe ce qu'on voit derrière l'écran. Voilà. Ok, donc super. J'ai eu, entre autres, récemment l'occasion de rencontrer Aurélien Leteux Oui, de Wheeler Dealer, sûr. et j'ai vu à quel point, bah, effectivement, comme tu viens de le raconter si bien, il y a aussi une fiction, il y a aussi une histoire, tout n'est pas forcément exactement comme on peut l'imaginer, mais Oui, c'est bien avant sûr. tout un mécanicien qui a un vrai Oui, atelier, oui, qui a oui. des vraies connaissances. Voilà. etc. Et c'est ce que je voulais montrer quand je suis Ouais, allé le ouais. rencontrer. Ouais, Moi, si tu veux, on a tous, on n'est pas là par hasard. C'est-à-dire que c'est ça. Jerry, lui, il est vraiment dans l'automobile depuis toujours. Il a aussi, lui, enfin, lui, il a même des gènes familiaux. Euh, il a été vraiment dans l'automobile. Aurélien est mécano, il a son garage. Moi, je suis journaliste et entre guillemets, ce titre me fait toujours bizarre, mais historien. Oui, J'ai écrit 14 livres sur l'automobile de collection. On n'est pas là par hasard. c'est ça. C'est évident. Et tous Je mes pense que c'est bouquins. important de passer ce message-là Non, mais bien sûr, euh, bien pour sûr. que les gens se disent, oui, il y a une animation, il y a un rôle Oui, d'animateur, oui. mais il y a bien d'autres choses derrière tout ça, quoi. Non, mais c'est évident. Pratiquement tous ceux qui font des émissions d'auto aujourd'hui en France, ou de moto, parce qu'on oublie aussi la moto, sont tous bien évidemment des passionnés. Ouais. C'est évident. On n'est pas là par hasard. De toute manière, quand moi je suis sur une émission comme Turbo ou comme Vintage, et où il y a beaucoup de séquences qui sont vraiment en live et qui sont improvisées, parce que moi je suis bien meilleur dans l'improvisation que dans le texte, c'est évidemment, si tu n'as pas un minimum de culture automobile, tu peux pas. Bien Ou alors, sûr. faut que tu te fasses des anti-sèches, des fiches et des machins avec des mecs derrière la caméra qui te montrent des trucs. Enfin, moi, ça, c'est pas possible. Donc, je veux dire, moi, c'est vrai qu'il m'arrive, et parfois, il m'arrive de dire une ânerie. Quand je suis avec Dominique Chapat dans Turbo et qu'on fait les séquences en live, c'est du live. C'est-à-dire que moi, j'y vais direct. Parfois, Dominique me pose des questions qui sont absolument pas préparées. Donc, si j'avais pas un minimum de culture automobile, je suis mort. C'est C'est impossible. sûr. Tu vois, donc non, non, mais c'est évident, c'est une évidence. Là, moi, je suis collectionneur à titre personnel, bien évidemment, puisque j'ai acheté ma première voiture de collection, entre guillemets, en tant que voiture principale à l'époque. Mais ensuite, moi, je me suis mis à collectionner et j'ai quelques bécanes, quelques bagnoles. Alors, c'est pas une grosse collection parce que j'habite en Île-de-France, donc il y a aussi un problème de stockage et de prix de stockage, hein. Malheureusement, on est dans ce schéma-là. Mais évidemment, j'ai toujours adoré ça et j'ai toujours, dès que j'avais un moment le week-end pour bricoler mes bécanes ou mes bagnoles, voilà, c'est évident. Je pense qu'il y a pas, on peut pas, enfin moi en tout cas, le boulot que je fais aujourd'hui n'est pas possible si je suis pas réellement là-dedans et fan de cet univers-là depuis longtemps. Ça s'improvise pas. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Alors justement, tu fais une transition toute naturelle avec ma question d'après. Euh, Toi, à titre perso, qu'est-ce que tu possèdes et qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer? Alors moi, écoute, j'ai toujours eu, bah, je pense qu'on a, ce que je dis souvent, je pense qu'on a enfin généralement, on commence la collection par les voitures de son enfance. Oui, Donc, c'est comme ça que ça démarre. Moi, c'est vrai que j'ai tout de suite collectionné les voitures qui m'ont rappelé des bons souvenirs de quand j'étais môme. Alors, c'est des trucs modestes, hein. J'ai collectionné Peugeot 204, évidemment, c'était la première, Fiat 500, 2 chevaux, voilà, des voitures comme ça, Auto Bianchi, enfin bon, des voitures qui sont les voitures de mon enfance. Et puis ensuite, euh, je me suis intéressé à des véhicules peut-être un petit peu d'époques différentes. Et aujourd'hui, par exemple, bah, c'est vrai que j'aime bien les voitures des années 50, oui, parfois, alors que c'est pas ma jeunesse, hein. Moi, les voitures des années 50, oui, on en voyait encore dans les rues quand j'étais petit, mais bon, c'était déjà des voitures plus anciennes. Alors, en fait, en vieillissant, je m'aperçois que les voitures assez anciennes sont souvent assez intéressantes. En fait, elles sont simples. Et la simplicité aujourd'hui nous plaît par rapport à des voitures qui sont devenues parfois très compliquées. oui, Et finalement, il y a des voitures assez faciles, je dirais plus anciennes. Même là, quand pour Vintage, je l'avoue, hein, pour Vintage, j'ai fait évidemment dans Vintage des voitures qu'à la base je ne connaissais pas particulièrement.
Et on s'aperçoit que même des voitures d'avant-guerre, en fait, c'est passionnant. C'est passionnant parce que, alors, bien sûr, ce n'est pas des voitures avec lesquelles on va traverser la France aujourd'hui, même si on le faisait à l'époque, mais comme voiture, je dirais, collectionnée ou collectionnable, c'est pas un choix stupide parce que de toute manière, aujourd'hui, il faut être clair, la collection, c'est principalement, je dirais, du loisir, du plaisir, et il y a une vraie séparation, et quelque part, tant mieux, entre le véhicule usuel de tous les jours, le véhicule fonctionnel, et le véhicule passionnel, qui est un véhicule qu'on va garder effectivement pour le week-end, faire des sorties entre potes, des sorties de club, aller se faire un pique-nique le week-end, participer à une expo, à un salon. Bon. De toute manière, il faut être très lucide, hein. Je pense que l'avenir de la voiture ancienne aujourd'hui, puisqu'elle est évidemment un petit peu dans le collimateur pour des raisons de pollution et compagnie, euh, il faut que psychologiquement, on fasse comprendre la différence entre le véhicule de tous les jours, qui peut être un véhicule moderne, techno, performant écologiquement, je parle, hein, bien sûr, et puis un véhicule passionnel, qui de toute manière va faire très peu de kilomètres dans l'année. Parce que c'est ça aussi le problème que nous, on a dans l'univers de la collection, et tu le connais aussi, c'est que on oublie quand on tombe sur des gens un peu obtus qui nous disent oui, vous avez des vieilles voitures, ça pollue, machin, etc. Oui, mais on fait combien de kilomètres dans l'année? On fait rien. Donc, je veux dire, si tu fais le calcul, moi, j'essaye d'être entre guillemets bon élève. J'ai, pour rouler tous les jours dans Paris, un scooter, ce qui m'empêche pas d'avoir une moto qui sort de temps en temps. Mon scooter, il est aux dernières normes Euro 5, machin, etc. Il pollue peu. Ma voiture, c'est pareil, c'est une voiture aux normes actuelles qui pollue très peu. Donc, j'ai ce raisonnement de me dire, je suis très raisonnable dans mes déplacements du quotidien, je suis un bon élève dans mes déplacements du quotidien. En échange, effectivement, le week-end, ou de temps en temps le soir pour aller boire un verre, je sors une voiture ancienne qui, effectivement, va polluer. Ok, mais je vais faire combien? 5 km? 10 km? Oui, Bon, bien sûr. voilà. Il faut être raisonnable et il faut savoir équilibrer les choses. C'est mon point de vue. Ok, super, merci de cette réponse. Une autre question qui m'est venue en préparant cette interview, tu as eu, de par ton métier, de par ce parcours dans l'automobile ancienne depuis longtemps, l'occasion de rencontrer des tas de gens, des hommes, des femmes, influents dans ce milieu, faisant référence dans ce milieu. Quelle est la rencontre qui t'a le plus marqué? Alors, j'ai eu la chance effectivement de rencontrer pas mal de monde, des patrons de marques, des patrons de groupes, des gens de la distribution aussi, parce qu'on oublie un détail hein, qui est très important, c'est que la distribution, c'est-à-dire la dernière chaîne du maillon, celle qui vend les voitures, donc en clair les garagistes et les concessionnaires, sont des gens très importants, parce que c'est eux qui vendent les voitures, c'est eux ensuite qui les réparent, donc, c'est des gens très importants. Et c'est un maillon de la chaîne qu'on oublie souvent et que moi, j'ai eu la chance de bien connaître parce qu'à une époque, je faisais des interviews récurrentes pour un quotidien bien connu. Et donc, j'ai fait des centaines d'interviews de gens de réseau. Et je voulais juste en profiter pour faire un petit coucou parce qu'on oublie ces gens-là. Et c'est très important dans notre univers à nous. Alors ensuite, évidemment, moi, les gens qui m'ont le plus marqué, c'est logique. C'est les gens qui sont plutôt du côté création, du côté design. Parce qu'évidemment, c'est ces gens-là qui imaginent, qui dessinent, qui sculptent, qui modèlent. Donc oui, j'ai naturellement envers ces gens-là une attirance. Alors oui, il y en a pas mal. Il y a quelqu'un pour qui j'ai gardé vraiment une tendresse, parce que c'était quelqu'un de formidable qui aujourd'hui est décédé. C'était Paul Bouveau. Paul Bouveau, ça a été le patron du style de la marque Peugeot dans les années 60 et 70. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui a eu une histoire mouvementée. Il était né en 1922, il est mort en 2000. J'ai eu en plus la chance de très bien connaître aussi son fils qui est devenu vraiment un ami qui malheureusement est décédé il y a quelques mois, Marc. Donc c'est une famille, moi, auquel je suis très attaché sentimentalement, historiquement. Et Paul, c'est quelqu'un qui s'était passionné et pour les autos et pour les motos. Voilà, il a même bossé dans une entreprise de tracteurs. Donc il était fan du transport au sens large. Et avant de devenir, entre guillemets, le patron du style de Peugeot, il a pas mal bourlingué, il a créé ses propres voitures, il avait fait quelques voitures à la main, entre guillemets, lui-même.
Et avant ça, il avait eu une histoire assez compliquée. Il a fait de la résistance, il a été déporté. Donc, il il représente, je pense, toute une génération euh, d'hommes ou de femmes, hein, bien sûr, qui ont traversé le XXe siècle et qui ont eu une histoire importante parce que leur histoire personnelle s'intermêle avec l'histoire de France, entre guillemets, Ouais. euh, l'histoire industrielle, l'histoire économique. C'était quelqu'un de très sympa, de très passionné. C'était un artiste. C'était un gars qui était d'abord peintre et sculpteur, passionné de mécanique au sens large. Et donc, c'est quelqu'un que j'ai rencontré quand j'ai écrit mon tout premier bouquin il y a déjà plus de 25 ans. Que dis-je? Non, 35 ans. Oui, tu vois, je vois pas le temps passer. Et voilà, c'est ces genres de personnages qui m'ont marqué. En plus, il avait largement l'âge d'être mon père, voire presque mon grand-père. Et, euh, et c'est quelqu'un, parmi d'autres, hein, bien sûr, qui, pour moi a été une des rencontres importantes parce que c'était quelqu'un d'humble, de discret c'est un artiste fantastique. Ok, super. Merci pour ce retour d'expérience parce qu'effectivement, c'est un monsieur. Absolument. Voilà. Et Euh, on fêtera ses 100 ans dans 2 ans, en 2022. ouais. Et je compte bien, à ma manière, avec quelques copains qui sont aussi assez fans du personnage et de sa famille, je compte bien essayer, à ma manière, de marquer le coup pour faire connaître cet homme. Parce que ce qu'on oublie, c'est que les designers, à l'époque, on appelait ça des stylistes, les Oui. designers sont devenus des stars. Et tant mieux, quelque part. Je veux dire, aujourd'hui, un Jean-Pierre Plouet, un Gilles Vidal, un Van den Acker, tous ces gens-là sont devenus des stars. Et c'est mérité quelque part. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à l'époque, les stylistes étaient des gens qui travaillaient dans l'ombre. On Oui. n'en parlait jamais. Mm. Donc, c'est une profession qui a été mise en lumière finalement, allez, dans les années 90, mais Mm. avant, on n'en parlait pas. C'est Et vrai. donc, cette génération d'avant a bossé dans l'ombre. Et moi, ce qui me fascine, parce que si tu veux, ça rejoint aussi ma passion pour le style, c'est vrai que. Alors, je te pose la question avant que tu me la poses. Pour moi, la plus grande, enfin, ce que je trouve le plus, l'époque et le style que je trouve le plus chic, c'est les italiennes des années 60. Bon. Et Ouais. c'est vrai que, voilà, je trouve que, évidemment, l'Italie a été le fief du summum du style dans les années 50-60, surtout 60, et aussi 70, c'est vrai, même si le style a radicalement changé pour les années 70, mais il avait aussi une très forte personnalité. Mais c'est vrai que cette époque-là, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et justement, j'y pense en parlant. Paul Bouveau était lui aussi fan inconditionnel de de l'Italie, du style italien. Voilà. Donc c'est vrai que c'est logique, en fait, tu vois, en y pensant, c'est logique que ça se croise parce que il était lui complètement fan et influencé par le style italien des années 50 et 60. Et bah oui, moi aussi. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a forcément une connivence et une admiration. Super, super. Et alors, deuxième volet de la question, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu n'as pas encore rencontré et que tu aimerais rencontrer dans le cadre de ce métier? Tous. Non, mais bien sûr, il y a toujours des rencontres à faire. Alors c'est vrai que dans les designers d'aujourd'hui, ou dans les créateurs, hein, ça peut être aussi des motoristes, des ingénieurs, il y a des tas de gens absolument passionnants. Je cite souvent cet exemple, mais euh, il y a évidemment des tas de gens à rencontrer, mais tu vois, s'il y avait quelqu'un que j'aurais rêvé de rencontrer, mais que évidemment je n'ai pas pu rencontrer, c'est Gabriel Voisin. Parce Mhm. que je trouve que, bon, il se trouve que moi j'avais un cousin un peu connu d'ailleurs dans l'univers de l'automobile qui s'appelait Roger Briou, qui a été le créateur de la revue technique automobile et qui a été le patron de la RTA, de la RTC, de la RTM pendant des décennies. Bon, qui était un de mes cousins éloignés, mais que j'adorais et que je voyais, que j'essayais de voir assez régulièrement. C'était d'ailleurs la seule personne de ma famille qui était très marquée automobile. Et Roger, lui, a eu la chance de bien connaître Gabriel Voisin. Il m'en a souvent parlé. J'ai même quelques archives, quelques documents à son sujet. Je pense que un homme comme ça doit être une carrière de dingue. C'est-à-dire que, pour remettre en mémoire, Gabriel Voisin, il fait partie des pionniers de l'aviation. Donc, il a, avec son frère, ils ont été dans les tout premiers avionneurs à décoller du sol de quelques mètres. Bon, puis ensuite, ça a rapidement progressé, mais il fait partie vraiment de ceux qui
qu'on décollait du sol dans les tout premiers, à l'époque des frères Wright et compagnie. Donc là, lien évident avec l'aviation. Ensuite, il s'est mis dans l'automobile, comme quoi il n'y a pas de secret. Il a fait quelques-unes des plus belles voitures françaises de l'entre-deux-guerres. Et quand cet homme-là est mort, ce qui me semble complètement dingue, c'est qu'il est mort, si je ne dis pas de bêtises, au début des années 70. Donc quand il est mort, on allait sur la Lune. Ouais. Tu vois, donc il a eu une histoire extraordinaire parce qu'en traversant effectivement le XXe siècle, et notamment le début du XXe siècle, il a fait partie de ceux qui, quand ils sont nés, on ne volait pas, et quand il est mort, on allait sur la Lune. Et je te passe le détail sur le fait qu'entre-temps, il y a eu bien sûr les avions à réaction, il y a eu Mach 1, il y a eu... Bon, quand tu y penses, dans la vie d'un être humain, c'est un truc de dingue. C'est un truc complètement dingue. Et bon, il paraît que le bonhomme était aussi un joyeux luron, si tu veux. C'était un type assez atypique. Voilà, je pense que j'aurais adoré rencontrer cet homme-là, évidemment. Sauf que bon, il est mort, je devais avoir 3 ou 4 ans, donc c'était un peu compliqué. Oh, pas facile. Ok. Parmi les pilotes, quelqu'un t'a particulièrement marqué? Bah, les pilotes, oui, je pense que chaque génération a ses pilotes. Euh, c'est difficile. Bien sûr, on idéalise forcément des gens qui ont eu une très belle carrière et une fin malheureuse. Évidemment, si je te parle de François Sever ou Ayrton Senna, évidemment, bien sûr, mais ou Michael Schumacher, évidemment. Voilà, parce que forcément, ça devient des symboles et quand ça finit mal, bah, voilà, ils rentrent dans la légende, bien sûr. Ensuite, là, on retourne dans les années 50, quand tu vois effectivement, ou 60, quand tu vois des pilotes comme Fangio ou tous les hommes de la génération de Fangio qui prenaient des risques insensés. C'est-à-dire quand on réfléchit, quand on se remet dans le contexte, les risques Alors aujourd'hui, évidemment, on va très très vite, il y a des accélérations de dingue, mais on bénéficie aussi de tas de sécurité actives, passives qui n'ont rien à voir avec cette époque-là. Cette époque-là, les gars, ils couraient en Formule 1 avec des bols en cuir, pas de ceinture. Évidemment, là, toutes les notions d'absorption de choc et tout ça, ça n'existait pas. Enfin, c'était des chevaliers des temps modernes, quelque part. C'était des dingues. Donc voilà, donc bien sûr que oui. Alors, très honnêtement, moi j'adore la compète, mais je suis pas super compète. C'est-à-dire que j'aime bien ça, mais je reconnais tout à fait que je passe pas mes dimanches après-midi devant la télé à regarder les Grands Prix de Formule 1. Ça me passionne pas plus que ça. J'aime bien, mais voilà, c'est pas. Alors, moi je suis plus rallye. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, quand je vois des gars comme Sébastien Loeb ou d'autres, hein, évidemment, mais Sébastien notamment, oui, c'est fabuleux. Parce que là, c'est vrai que naturellement, le rallye m'intéresse plus que l'asphalte. Mais oui, je suis assez bluffé parce que là, enfin, il y a aussi une autre forme de dextérité, d'improvisation, de talents multiples qui font un tout. Et il faut que la mayonnaise prenne. Et quand on voit des gars qui ont effectivement un talent inné, c'est bluffant. C'est vrai. Alors, c'est plus proche de nos véhicules du quotidien aussi. C'est peut-être ça qui fait qu'on en est naturellement plus Ouais, proche. peut-être. Enfin, en tout cas, dans mon cas, à moi, oui. Et puis c'est vrai que alors moi, très modestement, je m'amuse quand je peux à faire des petits rallyes comme le Tour Auto, enfin des petits, c'est pas des petits rallyes, mais des événements comme le Tour Auto ou autre. Là, c'est pas du tout de la compétition. Enfin, pour moi, c'est pas de la compétition. Là, d'abord, je le fais en régularité, et ensuite, pour moi, c'est plus une semaine de vacances entre guillemets. C'est-à-dire que c'est un plaisir multiple, mais on n'est pas dans la compétition, bien sûr. On est dans le plaisir de la voiture ancienne, on se fixe un objectif, mais c'est pas. Voilà, moi, quand je fais ce genre de choses, c'est pour finir, c'est pas pour gagner la première marche du podium. Je viens pas pour ça. Il y a des gens bien plus talentueux que moi qui sont là pour ça. Et donc voilà, chacun son rôle. Mais tu termines quand même. Le but, c'est de terminer. Oui, je trouve que c'est un peu Ah, dommage de ne pas terminer. c'est vrai. C'est Voilà, vrai. et j'essaye à chaque fois de faire un peu marrer tout le monde parce que le fait que je roule généralement en voiture ancienne française populaire correspond aussi à mon personnage. Bien sûr que Complètement. j'aimerais rouler parfois dans une voiture autre, mais voilà, je pense que c'est aussi une manière de montrer que je suis fidèle à mes goûts.
Voilà, tout simplement. J'ai des goûts très éclectiques, mais c'est vrai que je déteste pas monter dans une vieille Porsche de temps en temps parce que c'est des voitures que j'adore, par exemple, dans une vieille italienne des années 60. Mais bien sûr, mais ça m'empêche pas d'avoir pris un pied fantastique en faisant le tour auto en Dodoche ou en traction ou en GS. Bien sûr, c'est deux choses différentes. On a vu ton travail avec la GS récemment Ouais, qui a amusé, diverti, c'était le sens du truc, ouais, et fait payer un peu les yeux des gamins et tout ça, et j'ai trouvé ça très chouette. ouais, c'est le but de l'opération, voilà, c'est ça qui est sympa. Quand on vient là avec pour l'émission, on est allé au Normandie Beach Race, donc voilà, avec une voiture qu'on avait sauvée de la casse et qu'on a découpée pour faire un hot rod. C'est aussi une manière de dire, voilà, le hot rod, c'est un univers qui est pas très connu en France. On a essayé de d'amuser et d'intéresser les gens. Je rappelle donc vraiment, parce que j'insiste là-dessus, c'est une émission de divertissement sans aucune prétention. Donc, on a fait découvrir à des tas de gens par le biais de la petite lucarne cet univers à notre manière. On a fait ça avec les moyens qu'on avait, le délai qu'on avait et les conditions qu'on avait. Mais au moins, ça a fait un focus sur cet univers-là. Alors, comme à chaque fois, on a toujours des gens qui critiquent en disant oui, mais c'est pas un vrai hot rod parce qu'un vrai hot rod c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Il faut mettre plus d'argent. Bah, oui, bon, ensuite voilà, je veux dire, c'est aussi une opportunité de pouvoir montrer quand on fait des scores comme vintage, bah, ça permet de faire une lucarne vis-à-vis de gens qui ne connaissent peut-être pas du tout cet univers-là. Et ensuite, ils se font leur opinion. Mais des manifs comme le Normandie Beach Race, bah, c'est des lieux, je dirais, qui prouvent la passion des gens au sens large pour la voiture ancienne, avec des familles parfois un peu surprenantes, peut-être inhabituelles pour le grand public, mais tant mieux. Et puis voilà, je pense que c'est des événements comme ça qui sont importants, et c'est surtout important que ces événements-là perdurent, parce que c'est aussi une forme de liberté. Il faut aussi respecter les goûts de chacun. Et donc, voilà, quand les choses se passent bien, intelligemment, bien organisées et bien encadrées, où est le problème? Où est T'as le raison, problème? t'as raison, il en faut pour tous les goûts. Tu vois? Voilà. Et ce sont aussi, alors moi à titre perso, je suis plutôt orienté sur les véhicules anciens dans leur état d'origine, Oui, mais il est vrai qu'on doit se dire, nous qui avons un petit rôle dans ce monde de l'automobile ancienne, on doit se dire qu'il en faut pour tous les goûts et que quelque part les gens qui aiment autre chose partagent avant tout avec nous la même passion quand même. ouais, ouais. Alors, si tu veux, moi, quand j'ai parfois des réactions de gens qui me disent oui, vous comprenez, vous avez transformé une voiture, vous l'avez dénaturée, etc. Bon, je comprends, je comprends ce sentiment. Mais ce que les gens oublient, c'est que chacun est propriétaire de son véhicule. C'est-à-dire que si j'avais eu envie d'en faire un pot de fleurs dans mon jardin, j'en faisais un pot de fleurs dans mon jardin, même si ça peut choquer. Mais n'oublions pas ça. On est quand même dans un pays de liberté, Oui. heureusement. Chacun fait ce qu'il veut. Alors ensuite, que ça puisse énerver. Bien sûr, on va pas aller découper une Bugatti Royale pour en faire un hot rod, évidemment. Mais ensuite, quand on sauve une voiture de la casse qu'on a eue gratuitement ou pour quelques centaines d'euros, dans l'absolu, on en fait ce qu'on veut. Et quand c'est une voiture de grande diffusion, c'est pas le même problème que si effectivement on transformait une voiture rare. Il faut jamais perdre cette notion. C'est très important. C'est-à-dire, quand on voit, moi, ce qui me fait rire, c'est que bon, on a eu des critiques par rapport à cette émission et des critiques. Alors, on a eu des choses très très positives de gens qui nous ont remerciés de leur faire découvrir cet univers. Et puis évidemment, quelques-uns qui ont critiqué, ouais, vous avez sacrifié une voiture. C'est marrant parce que quand on voit dans des films des voitures qui sont cartonnées pour les besoins du film, ça choque personne. Mhm. Là, on est dans un cas différent. On a effectivement transformé une voiture, mais au moins elle n'est pas à la casse. Voilà, on peut le C'est voir vrai, comme ça. t'as Mais je raison. suis, je suis assez, je suis assez accro sur le côté, comment dire, euh, j'essaye de dire souvent aux gens dans l'univers de la voiture ancienne, ne soyons pas trop sectaires et restez cool. Je veux dire, c'est pas, il faut pas que ça devienne un univers de vieux cons, entre guillemets. C'est important. Parce que notre avenir à nous tous passe aussi par là. C'est-à-dire que quand les manifs de voitures anciennes se passent bien, quand il y a beaucoup de monde, quand il y a beaucoup de familles qui viennent, quand il y a des femmes, des enfants et qu'il y a un climat familial, ça prouve qu'on ratisse large et que ça intéresse vraiment les gens au sens large. C'est pas uniquement une passion entre guillemets masculine, etc. C'est super important. Moi, quand je suis dans des manifs ou des salons ou des choses comme ça, et que j'ai des gamins de 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans qui viennent me voir et qui me disent: «Ah François, ah j'ai vu l'épisode sur je sais pas quoi, sur la Dino, machin. Oh c'est génial, machin».
il n'y a rien qui me fait plus plaisir que ça. Bien sûr, tu as Parce transmis que, mais oui, pourquoi? Parce qu'il y a un truc qu'il ne faut pas oublier. Je veux dire, les collectionneurs de demain, c'est qui? C'est les c'est nos gamins. gamins. Mmh. Si les gamins n'ont pas d'intérêt pour ça, notre univers s'éteindra. C'est vrai. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, je trouve ça formidable quand je vois des petits mômes qui s'intéressent à ça. Parce que c'est une histoire, c'est aussi, indépendamment du plaisir individuel ou individualiste qu'on peut avoir avec nos jouets, euh, c'est aussi, euh, c'est aussi l'histoire. C'est aussi l'histoire industrielle, l'histoire économique, l'histoire sociale, l'histoire politique. Tout est lié. Bien Quand sûr. on voit aujourd'hui, quand on voit une belle déesse passer dans la rue, on pense obligatoirement, parce que c'est automatique. On pense à la déesse de Fantomas, on pense au général de Gaulle. Voilà, quand tu vois passer une dino, tu penses à Danny Wilde dans Amicalement Vôtre. Quand tu vois une Lotus Elan, tu penses à Madame Pell dans Chapeau melon et bottes de cuir, etc. Tout est lié. C'est-à-dire que l'automobile ancienne aujourd'hui, elle est liée à l'histoire de France ou à l'histoire tout court. Et puis aussi, il y a des symboles que sont les films de cinéma et les feuilletons qui ont marqué certains modèles. On sait tous très bien que la DeLorean est devenue une star, entre guillemets, grâce à Retour vers le futur. Alors que s'il n'y avait pas eu ce film, cette voiture aurait été complètement oubliée. C'est une évidence. Tout à fait. Alors, je vais terminer notre petite interview simplement en te demandant, on sait que la future saison va se poursuivre, j'ai cru entendre, au printemps, hein. Absolument. Euh, Qu'en parallèle de ça, tu es encore, j'imagine, sur d'autres projets. Qu'est-ce qu'on peut attendre et qu'est-ce qu'il y a à venir? Bah, écoute, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à inventer. Donc nous, on est en train de. Alors ce que les gens aussi comprennent pas toujours, c'est que l'année qu'on vient de passer a été une année très compliquée pour tout le monde, hein. On espère tous qu'on va s'en sortir de cette histoire. Mais évidemment, les tournages aussi, il faut être clair. Donc pour nous, ça a été très compliqué. On n'a pas eu le droit de tourner pendant plusieurs mois, ce qui est normal. Aujourd'hui, sur la seconde vague de Covid, on a le droit de tourner dans des conditions où on fait extrêmement attention à ce qu'on fait. Donc on ne peut pas aller aussi vite que prévu. Mais néanmoins, on sera dans les clous, je pense, pour la livraison du reste de la nouvelle saison au printemps. Euh, nous, moi, ce que j'aime, en fait, tu vois, depuis que Vintage existe, ça fait 5 ans qu'on a commencé, presque 5 ans qu'on a commencé les tournages. J'y ai pris beaucoup de plaisir. L'émission en elle-même, déjà, a pas mal évolué par plein de petits détails. Elle continue à évoluer. Donc, la nouvelle saison, en fait, on est passé de ce qu'on appelle le format 52 minutes à un format 65 minutes. Donc, l'émission a été rallongée à la demande de la chaîne, ce qui est plutôt très bon signe. Et le contenu aussi a évolué. Il y a des séquences qui sont plus courtes qu'avant parce que je pense qu'elles n'étaient pas fondamentalement utiles. D'autres sont plus longues. J'essaye qu'on fasse de plus en plus de technique et de mécanique. Mais c'est difficile aussi parce que ce que je dis tout le temps, c'est que les spectateurs de ce genre d'émission, il y a une part de gens qui sont comme nous, des fans d'automobile, mais la majeure partie ne sont pas des experts et des connaisseurs et des collectionneurs. Donc, si on veut intéresser ces gens-là et qu'ils ne décrochent pas, il faut être assez éclectique et assez, je dirais, il faut faire de la vulgarisation. Et donc, le fil est, la frontière entre trop compliqué et trop simple n'est pas toujours évidente. Donc ça, c'est une alchimie sur laquelle on bosse beaucoup à chaque épisode en se disant, voilà, il faut qu'on fasse gaffe à pas ennuyer les gens, que ce soit pas trop compliqué non plus, mais qu'il y ait quand même du contenu, sinon, voilà. Donc c'est une mayonnaise qui est pas... il C'est faut pas qu'elle soit réussie. facile. Ça, c'est pas évident. Bien sûr, sinon, en termes de projets, on a toujours des projets. Il ne faut jamais s'endormir sur ses lauriers. Donc, on a toujours des projets d'éventuelles émissions sur d'autres thèmes, d'autres sujets, des hors-séries, des choses comme ça. Ça, bien sûr. Et puis, bon, de toute manière, il y a aussi d'autres chaînes de télé qui peuvent être intéressées par d'autres programmes. La création, je ne suis pas inquiet. Je veux dire, la création de programmes et tout ça, il y a encore 150 000 trucs à inventer. Donc là, j'ai aucun souci. Moi, bien sûr, on a des idées, on a des projets. Voilà, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de lassitude, en tout cas de mon côté à moi. Je suis très heureux de faire ce que je fais. Et puis, après avoir fait pendant très longtemps de la presse écrite, de l'édition, de la télé, de l'autre côté de la caméra, voilà, je suis très content de faire ce qu'on fait. Je pense qu'on s'amuse bien. J'espère que notre passion est communicative. Apparemment, elle l'est. Bon, voilà, maintenant, il y a plein de trucs encore à faire, donc il n'y a aucune inquiétude. Je veux dire,
moi et mes petits camarades, parce que je ne suis pas tout seul, heureusement, bien sûr, on a de quoi, faire pendant très longtemps. Ah, c'est super. C'est super. Et je te confirme que cette passion est communicative, sinon on ne serait pas là tous les deux ce matin. Ben On ne serait voilà, pas ensemble en train d'essayer de mieux comprendre François Alain. Je te remercie pour le temps que tu nous as consacré. avec plaisir, les amis. Euh, on va diffuser ça sur les pages Facebook et aux amis du club. Bien Merci de sûr, ta disponibilité ça marche. et ben, bon courage pour la suite, OK? François. À À bientôt. bientôt. Salut les amis. Salut. Ciao, ciao.